Bonjour à tous, chers amis, ici Arthur Homines, en compagnie de Stéphane Gers, qui n'est pas venu depuis un certain temps. Je n'y suis pas Bonsoir étranger, Arthur. mais voilà, on répare un petit peu. Comment vas-tu, Stéphane? Bonsoir Arthur. Bonsoir Alors, Arthur. Merci de m'avoir invité. Je vais bien, je te remercie. écoute, ce soir, on va faire un enregistrement sur l'EAE, l'École autrichienne d'économie, et je te propose donc une vidéo plutôt introductive pour nos auditeurs, plutôt une vidéo des grands principes, des grands concepts qui va s'appuyer sur une interview que tu as menée auprès de Élie Blanc sur l'Institut Mises France. Donc, je l'ai relu pour être quand même sûr d'avoir un peu les bases de l'interview. Je vais fait quelques points juste devant moi, puis on va en parler tout simplement dans l'ordre. Et puis, je pense qu'on pourra aussi un petit peu graviter autour de tout ça. Ça te va, Je j'imagine? t'écoute. Je Voilà. t'écoute. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est intéressant dans l'interview, c'est que tu commences directement par, enfin, plutôt en mentionnant le fait que la liberté économique, c'est d'abord un droit de faire, un droit d'agir. C'est une des Oui, premières phrases, je crois, de l'interview, et que ça, quelque part, ça matérialise la liberté, et oui. qu'il n'y a pas de liberté sans agir, sans faire, sans transformer la matière, on va dire, sans transformer la réalité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les droits d'agir, les droits de faire? Pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler au début d'interview comme ça? C'est important parce que on est sur des sujets, puisqu'on parle d'Institut Mises, d'école économique autrichienne. On est donc sur des sujets plus économiques, alors que toi et moi, ou d'autres, ou avec Viande Tiède, Laurent, on parle souvent de choses qui sont plutôt dans le domaine du droit ou de la Mhm. société. Ouais. Euh, on pourrait imaginer que le domaine économique soit un domaine complètement autonome, tu vois, qui soit dissocié du sujet liberté. Quand tu regardes ce qui se fait sur le marché en termes de théorie économique, beaucoup sont des choses mathématiques, avec des équations, des considérations ceci et cela, mais justement pas forcément en lien avec la liberté, ta question. Ouais. Et en fait, c'est une erreur fondamentale, c'est pour ça que j'en parle dès le début, parce que il y a tout un tas de choses dans le domaine économique qui n'ont de valeur que parce qu'elles ont aussi un degré de moralité, Mhm. ou en tout cas qui relèvent de choses que tout le monde s'accordera à considérer comme étant bien ou légitimes. Moi, j'emploie volontairement des mots un peu lâches, mais on va prendre un exemple très concret, si tu veux. Euh, Voler quelqu'un, Mhm. prendre le bien de quelqu'un pourrait être considéré comme un acte économique, puisqu'il y a un échange de valeurs qui est fait, hein, quelque part. La fiscalité, l'imposition, hein, relève du champ typiquement économique. C'est typiquement quelque chose dont on parle, hein. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, parle de fiscalité, d'accord? Mhm. Donc on est bien dans le champ de l'économie. Pour autant, on est donc aussi dans le domaine du vol. Ouais. Et donc, on ne peut quand même pas considérer ça de la même manière qu'on va considérer un échange chez le boulanger, le temps que nous partageons, toi et moi, maintenant. Du point de vue de la valeur et des valeurs, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Donc, tout ça pour dire que le lien avec la liberté, c'est surtout le lien avec le droit, en fait, hein. La Ouais. liberté, c'est le droit de faire ce qu'on désire avec sa propriété, ou de sa Mhm. propriété. Mhm. Euh, le lien, il est là. C'est ce faire que tu évoquais, le verbe faire, n'a de légitimité qu'à partir du moment où il s'inscrit dans le cadre de la société, donc du droit et de la propriété. L'échange, c'est un échange de propriété. Donc on voit que ces choses-là sont très imbriquées entre elles. Mais surtout, c'est ça le point principal, on ne va pouvoir parler de valeur économique qu'à condition que la valeur soit légitime et donc qu'elle ne soit pas volée. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on parle des droits 2 et les droits A étant de l'autre côté des droits illégitimes, droits Par positifs. exemple, Voilà. c'est Mhm. ça. Bien sûr. C'est effectivement du même ordre. Tu as tout à fait raison, c'est du même ordre parce que la différence entre le droit 2 et le droit A, c'est que dans un cas, ça relève du droit ce qui n'impose rien à personne de faire ou de partager, etc. Tandis que le droit A suppose quelque part une action d'un autre qui va faire une redistribution de ressources. Et la redistribution de ressources, c'est un vol masqué, Oui. c'est illégitime. Et donc, on ne peut pas parler de valeur économique de manière légitime sur quelque chose qui repose sur du vol. C'est ça le point de départ.
Tu as un mot qui est très bien formulé dans l'interview, c'est on ne peut pas factualiser la valeur quelque part si ça passe par le vol de base, quoi. Si c'est imposé, C'est ça. tu peux pas t'assurer qu'il y a une valeur manifestée, quoi. En plus, la valeur est centrale dans le AE, donc bon. Un deuxième truc que Mhm. tu dis rapidement, c'est que le AE, finalement, tu y adhères parce que c'est une théorie réaliste et qui est compatible avec ce que tu disais juste avant, donc la non-coercition. C'est la seule Oui, école, quelque part, qui ne fera pas de recommandations politiques hein, pour aller fournir oui. des conseils d'intervention. Pourquoi dis-tu, pourquoi les Autrichiens disent que cette école est réaliste? Pourquoi est-ce qu'elle décrit Mhm. vraiment la réalité? Ça nécessite une longue réponse vraiment, Ah oui, pour être complet. Mais l'idée de base consiste à dire que c'est réel parce que tous les points de départ, tous les fondamentaux, on y reviendra sans doute, oui, c'est ça. Ouais. tous les fondamentaux viennent d'un constat, euh, Ludwig Mises qui est ici, On le a salue. inventé a inventé le concept d'action humaine, c'est le Hmm. point de départ. On va y revenir. Il part du constat que nous tous êtres vivants, nous prenons des décisions en permanence, décisions qui s'inscrivent dans le champ économique. Hein. Encore une fois, prenons notre exemple tous les deux. Nous partageons un moment ensemble, nous partageons du savoir et du temps pour faire une vidéo, pour C'est faire de la ça. réputation. On a un échange en ce moment. Là. Nous avons décidé d'agir dans un échange. Oui, Voilà, tout simplement. Et cette action est le fondement de toute l'activité économique. oui. Et c'est quelque chose qu'on constate dans le réel. Hmm. C'est indiscutable. On ne peut pas discuter le fait que toi et moi, en ce moment, avons librement décidé de créer un échange entre nous que nous considérons comme valorisant pour tous les deux, d'accord? Hmm. Et c'est pas un truc qui est sorti du chapeau, c'est pas une théorie éthérée, c'est pas une considération philosophique abstraite, ce sont des faits réels. Et tout dans l'école autrichienne est construit de cette manière sur une observation de l'activité réelle, mais en Compris. tenant compte du fait que cette activité, elle est faite par les individus. C'est Oui, l'autre oui, point important. C'est pas une activité de la nation française, c'est ça. du gouvernement français, de je ne sais trop qui, du parti ceci ou parti cela. Non, ce sont les gens qui concrètement agissent, comme toi et moi. Et on va revenir sur la question méthodologique dans quelques instants. Tu as parlé de Mises il y a 3 minutes. À sa gauche, en tout Mhm. cas moi je le vois à sa gauche là, je vois Menger, que tu cites Oui. aussi dans l'interview. Est-ce que tu peux nous parler, alors pas forcément très longuement, mais en 2-3 minutes de Menger, de ces 2-3 apports majeurs, pourquoi est-ce qu'il a vraiment fait basculer le paradigme économique? Il a fait basculer le paradigme économique déjà dans la façon qu'il a eu de travailler lui-même. Il Hmm. a été en fait professeur et percepteur d'une personnalité, on va dire, aristocratique de l'époque. Et il a eu lui-même, si tu veux, en démarche intellectuelle, la démarche que je viens d'évoquer à l'instant. C'est-à-dire Hmm. que les travaux qu'il a pu faire, il les a faits en observant, de la même manière que ce que je viens de faire, les choses et en tirant des conclusions. Oui, Et non pas de manière... à la même époque, certains comme le Léon Walras faisaient oui, des approches plus statistiques. Il y en a eu d'autres par le passé qui ont eu des approches un peu philosophiques. Non, lui, il était dans l'observation, d'accord? Mais sur une démarche complètement nouvelle. Et, premier point, et ensuite, en développant tout ça sur une théorie très rationnelle, oui. logique, quasi mathématique, avec des concepts extrêmement posés, normés, etc. Tu vois? Et l'école autrichienne, sincèrement, sur tout un tas de fondamentaux, était déjà, avec ces caractéristiques qu'on évoque, dès l'époque de Menger. Les concepts fondamentaux sont et viennent de Menger déjà, 1871. Depuis, on a rajouté tout un tas de choses, on a corrigé, on a dépoussiéré, etc. Mais si tu veux, il y a eu Menger, il y a eu Böhm-Bawerk derrière, il y a eu Oui. Mises. On est en 3-4 auteurs, on avait déjà fait le tour. D'ailleurs, à l'époque, c'est Menger qui a eu une querelle, la querelle des méthodes.
avec von Schmoller, je crois, de l'école historiciste allemande. Ouais, Ça a commencé avec lui, mais Mises a continué, mais c'est effectivement, ça. Ouais, c'est ça. oui, tu as raison. Mais la querelle sur les méthodes a commencé dès, effectivement, Menger. Ouais, Et une bonne partie du travail qu'il a pu faire a été justement de consister à expliquer en quoi la démarche qu'on appelle depuis praxéologique était la seule qui avait du sens pour la réalité économique. absolument. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de parler sérieusement de l'école autrichienne sans passer du temps sur la démarche méthodologique parce que Euh, c'est au cœur de la démarche, ça permet de comprendre, je crois en tout cas, les concepts, ça fait toute la différence, ça la crédibilise ouais. et, et ça permet surtout de comprendre pourquoi les autres ne sont pas pertinentes. Bah justement, on va y venir, hein. On va parler d'épistémologie et de méthodologie. Donc, tu en parles aussi dans la partie 1 de l'interview avec Ellie, et tu évoques notamment le fait qu'on passe par l'a priorisme au niveau Mhm. épistémologique, et que c'est perturbant pour, on va dire, les protagonistes du champ des idées, et notamment économiques, parce que bah, d'habitude, on passait plutôt par l'empirisme, par Oui, des oui, vérifications, enfin, qu'on estimait, qu'on estimait faire, mais bon, on va voir oui. avec toi que c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est du coup l'apriorisme? Comment est-ce qu'on pourrait le vulgariser pour nos auditeurs? Je vais repartir de l'action, tu vois, c'est, reprenons mon exemple, nous faisons une vidéo, tu sais que par ailleurs, souvent, je prends l'exemple du boulanger, on Oui. va tous chez notre boulanger, on choisit un pain, on donne 1 euro, il nous donne un pain, c'est très simple, il y a un échange, voilà, il y a un échange, il y a une action, ce sont des choses assez simples que nous pouvons tous constater. Hmm. Ça c'est le constat dans la réalité. Mais quand on passe dans l'apriorisme, l'apriorisme consiste à dire, ah, en fait, cet échange qu'il y a eu comme ça, là, que nous avons vécu et que on peut tous observer chez le boulanger, on peut l'abstraire. On appelle ça une action humaine, on appelle ça un échange. On se dit, ah, mais s'il y a échange, il y a échange de valeurs. Toutefois, on fait tout un tas d'observations, on Mhm. donne des définitions, Oui. on donne définition, et en donnant des définitions et des concepts, on les pose. D'accord? Oui. Comme on pose des maths, exactement de la même façon, ou comme on pose de la physique, exactement pareil. On a observé, on a réfléchi, on a identifié des concepts, on les définit et on les pose. On les pose a priori, c'est-à-dire que ce sont eux qui servent de point de référence. Et à partir de là, on découle tout ce que ça veut dire derrière. C'est ça la démarche autrichienne. Il y a de l'observation, il n'y a pas d'expérimentation. Il n'y Absolument. a Ah pas oui, c'est ça. d'expérimentation. Il y a de l'observation. On en déduit des concepts, on les pose, on les définit et on conclut ce qu'ils veulent dire. C'est ça l'a priorisme. Quiconque s'intéresse à l'économie autrichienne, j'invite nos auditeurs à faire le test, auront beaucoup de mal sur les sites web et autres autrichiens à trouver des choses, des articles du genre une étude sur, Oui, oui, c'est ça. sur les échanges entre les pygmées du 19e siècle a montré que ils avaient un sens de la valeur qui n'était pas exactement Ah là. ouais, c'est ça, c'est ça. Une étude ceci, une étude Ouais, cela. ouais, c'est ça. Pourquoi je dis, voilà. Pourquoi je dis ça, c'est que par contre, bien évidemment, dans les autres domaines scientifiques et économiques, on a des études dans tous les coins. Piketty a écrit un bouquin comme ça sur le capital qui semble montrer qu'il évolue de telle et telle façon, à partir des trucs avec des tableaux, des chiffres. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas chez nous. Ça Non. n'existe pas. Mais parce que ça ne peut pas Eh non, exister. c'est ça. Euh, la façon Et dont on pour... procède fait qu'on tire des conclusions plutôt qualitatives, on va dire, Hmm, grâce aux lois et c'est aux ça. théorèmes qu'on pose, quoi. Il n'y a pas de... En fait, cette logique quantitative et de la stat, on ne peut pas la juger scientifique de notre point de vue et de notre... Enfin, vu comment on pose les choses, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun foutu sens. Et ça n'a pas de sens pour bien des raisons. J'aime bien en donner une parce que je la trouve assez frappante. Il y a pas de raison parce que notamment nous sommes doués d'apprentissage. Bien Tu sûr. sais, si tu prends la méthode dite scientifique, etc., tu vas dire, eh bien, Stéphane et Arthur, qui aujourd'hui font une action, Mhm. placés demain dans les mêmes circonstances, ils vont redécider de faire une vidéo, machin. On Ouais. sait très bien que c'est pas vrai.
Mais Hmm. pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'entre-temps, nous, on a accumulé de l'information, on a appris, on sait que cette vidéo, elle a été lue, elle a été faite, le monde a changé pour nous, et donc demain, dans les mêmes circonstances, on va pas refaire la vidéo parce qu'on dispose d'informations en plus qui va nous dissuader de le faire. Ouais, Et c'est c'est ça. vrai pour tout un tas de choses. Si je vais voir mon boulanger et que je m'aperçois tout d'un coup que tout d'un coup, le pain qu'il fait, pardon, n'est plus de la qualité habituelle, ben, C'est je vais ça. peut-être aller ailleurs. Et ouais, très Euh, important. et et ça c'est non expérimentable. Hmm. C'est totalement non expérimentable. On a parlé un tout petit peu au début de méthodologie. Donc, ce qui est important Mhm. chez Menger, c'est qu'il apporte donc l'individualisme méthodologique. On l'a pas encore formulé comme tel, mais c'est ce que tu voulais dire en fait, hein, quand on pense par l'individu. Oui, Euh, et donc, c'est ça, je l'ai dit avant, qui nous permet de faire des prévisions qualitatives, mais pas du tout des statistiques, des modèles, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, on peut même dire que c'est la seule manière, quelque part, de faire des sciences sociales de façon, pardon, oui, scientifique. C'est ce que dit Hoppe, je oui. crois, hein. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça comme matériau intellectuel? Ben, le point est, tu l'as dit tout au début, c'est le réalisme. Et c'est pas le Ouais, réalisme pour le réalisme, c'est le réalisme pour la pertinence. Si on veut être pertinent, et donc scientifique, enfin pardon, oui, ce qui espère, qui permet d'être scientifique, c'est oui, ça. c'est peut-être Ouais. suffisant, c'est pas Mhm. suffisant, mais voilà, il faut être réaliste. Et la réalité est que la chose économique, le monde économique, le marché est fait au quotidien des décisions de chacun de nous. Même Oui, s'il peut y avoir une influence, même si la nation, le gouvernement, le code du travail et autres trucs, évidemment, conditionnent, pardon, ouais. influence Influence. Ouais, ouais, ouais. nos actions, bien évidemment. Néanmoins, le code du travail n'a pas déterminé que nous allions faire une vidéo ce soir, encore une fois. Bon. Donc il y a, un premier truc, il y a le réalisme, le fait que l'action est faite par les gens, la liberté, le libre arbitre d'avoir fait cette vidéo. On a Ouais, ouais, c'est parlé ça. de l'apprentissage, d'accord? Donc si tu veux, l'individu agit Mhm. librement et il apprend. Ouais, Ces quatre facteurs-là font que tu ne peux espérer, sont juste un reflet de la réalité humaine. ouais, Tu ne peux pas espérer de parler de choses qui soient scientifiques, rigoureuses en tout cas, je préférerais parler de rigoureuses, ouais, ouais. si tu Mhm. ne mets pas en place une méthodologie qui prend ça en compte. C'est ça le point de départ. Comment est-ce qu'on explique, entre guillemets, j'allais dire la résistance ou la réticence, je ne sais pas quel est le bon terme, des Mm. sciences sociales, notamment en France, et donc encore plus de l'économie, hein, qui est notre domaine? Parce que ça me paraît évident ce que tu me dis là, mais pourquoi est-ce que... Alors, je pense que c'est culturel et tu vas le dire aussi, mais comment ça se fait qu'on est encore en train de bloquer là? Pourquoi est-ce que c'est pas acquis? Pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Pourquoi est-ce que des gens comme Piketty vendent des centaines et même des milliers de livres, tu vois? Comment ça se fait il y a une telle réception de la méthode du coup non rigoureuse. Mais parce que cette réflexion sur la rigueur est quand même relativement peu commune, elle est mal diffusée. Mhm. Il y a quand même comment dire, une aura de la Mhm. démarche scientifique classique, celle de la science physique, de l'empirisme encore une fois, et Euh, a la réputation d'être la méthode scientifique. Donc, si tu veux, quand on s'attaque à ça, on s'attaque à tout le champ scientifique, académique, qui fait quand même pas mal de milliers de gens en France. Euh, et donc, il y a forcément comment dire, des bastions et des ouais, bastions de gens en place qui ont fondé leur carrière sur des démarches scientifiques qu'on va trouver sur notre chemin. Faut pas se tromper, hein, d'accord? bien sûr. Il y a ça déjà, c'est clairement un premier bastion. Le deuxième bastion, c'est qu'en plus, nous, ce qu'on en tire, et je reviens notamment sur mon point du tout début, les notions de légitimité, l'impôt, c'est du vol. Oui, Tu vas tout de suite chercher des notions où là, tout ce qui est politique, fiscalité est largement contesté. Donc tout le champ politique, politicien, les aréopages autour et les subventions autour, tout ce domaine-là est contesté et mis en cause. Mhm. Quand tu prends les deux, ça fait beaucoup, plus tout l'appareil de l'enseignement, parce qu'il y a des programmes, il y a des thèses, il y a Marx qui est passé par là, qu'on enseigne depuis longtemps, donc tous les gens qui font des programmes, qui enseignent, qui font des bouquins, sont sur le Ouais. chemin aussi.
Non, mais franchement, tu vois, Non, bien les sûr. journalistes de la même manière, et le dernier niveau, en plus, c'est comme si ça suffisait pas, c'est qu'en plus, tout ce qu'on va dire va être consiste à dire, mais en fait, tout ce qui est fait du point de vue théorique économique, politique et gouvernementale en matière d'économie ne peut être que négatif. Et donc, donc tout le champ démocratique, cette fois-ci, c'est-à-dire où c'est le gouvernement qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir faire des choses pour nous, qui va venir à notre aide et qui va montrer le chemin et qui va nous assurer la prospérité, tombe tout seul. Ça fait beaucoup. Je crois aussi qu'un autre facteur qui joue, c'est Ouais. ça fait amateur, si tu veux. Ah ouais. Ça fait amateur, on n'a pas des belles théories avec des belles équations, il n'y a Ah pas de ouais. Trop simple. mathématiques. Trop simple. C'est simple, voire simpliste, tu veux. Tu m'entendras jamais faire des trucs, des formules très compliquées. Quand on parle de monnaie, je vais pas chercher des équations compliquées, je reste sur des choses assez terre à terre. Et pourtant, parfois, je Hmm. crois que je peux tirer des conclusions pas inintéressantes, on va dire. C'est pas très sexy, c'est pas très impressionnant. Ouais, bien sûr. Il y a une vidéo où Hope fait une présentation et il est contesté par un autre qui, justement, qui vient d'une école et il lui dit, mais c'est tout ce que vous êtes capable de nous dire? Il dit, ah oui, mais nous, on est très humble. Mais le Ouais, peu ça. qu'on est capable de vous dire, on en est certain. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est une bonne explication, je pense. La simplicité apparente. Enfin, oui, c'est simple mais pertinent. Euh, C'est simple, c'est ouais. pertinent et c'est certain. C'est une très gros. Et je Ouais. pèse le mot, toi, Oh, ouais, bien c'est sûr. certain. Bien C'est sûr. certain. Au cœur de l'EAE, il y a quelque chose qui s'appelle la valeur. Tu en parles aussi, Oui. forcément. Oui. Tu parles un petit peu de la valeur travail, donc nous qu'on réfute, Mhm. bien sûr. Alors d'ailleurs, c'est une erreur des Mhm. premiers libéraux, faut le dire, hein, euh, Oui. qui a été reprise par Marx, mais à la base, c'est vrai, hein, il y a une erreur des... Mais bon, ça évolue. Et puis tu parles aussi après, évidemment, du fait que la valeur, au contraire, est factualisée, j'y reviens, lors de l'échange volontaire. Menger a introduit la chose. On doit à Menger le théorème de l'utilité marginale Oui, décroissante, oui, absolument. qui ne peut exister que si tu as une compréhension subjective de la valeur. Donc, dès Menger, on a la notion de subjectivité. C'est pour te dire que Menger a réellement fait un énorme travail. Mises a apporté des choses, mais Mises a apporté l'action, et donc Mises a apporté tout justement le formalisme et la praxéologie. Les concepts économiques en tant que tels, je ne serais pas capable de te dire comme ça de tête ce qu'il a réellement apporté en tant que concept économique. Il les a retravaillés, Hmm. il les a mis à la lumière de la praxéologie, certes, donc il a fait un tout beaucoup plus consistant, mais la Oui, valeur subjective, ça remonte déjà à Menger. Et encore une fois, c'est la valeur subjective, c'est l'observation. bien sûr. Tu regardes l'échange, n'importe qui est capable de regarder l'échange. Je vous encourage à observer ce qui se passe dans n'importe quel magasin, notamment quand vous dites merci, quand vous répond merci, dites-vous ça. Si vous dites merci, vous allez à l'hôtel, prenez une chambre, vous dites merci, on vous répond merci, demandez-vous pourquoi les deux disent merci. Les deux disent Ouais, merci ouais, parce que les deux y gagnent quelque chose. c'est ça. Donc là, on est vraiment dans le paradigme, on va dire, des échanges gagnant-gagnant. Et donc, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas de jeu à somme nul, il n'y a pas de gagnant-perdant, il n'y a pas de part de gâteau. On remet en cause toute la théorie de la valeur travail de Marx, la plus-value. Tout ça, les Autrichiens, c'est poubelle. Et on passe le cap du subjectivisme. Oui, Et effectivement, on ne peut que constater. Donc là, on va dire que j'appuie ton propos, évidemment. S'il suffisait de créer de la valeur, pardon, de travailler pour créer de la valeur, on creuserait des trous, on les reboucherait et il y aurait de la valeur créée pour autrui. C'est une bonne phrase que tu dis à chaque fois sur ça. Donc non, non, la valeur est subjective et ça, c'est donc la contribution de Menger d'abord. Et puis ensuite, Mises, tu m'as dit, voilà, plutôt la praxéologie qui a mis tout ça en oui, harmonie, mais c'est vraiment oui. Menger qui a vraiment bousculé le paradigme à ce niveau-là. Ok, Bah, si tu veux une façon de faire, si tu regardes ceux qui sont derrière moi, ouais, tu as Menger qui pose les fondamentaux. Il n'a pas tout inventé, mais il pose néanmoins les fondamentaux. Derrière, après, tu as Mises. Mises, fondamentalement, il vient mettre un tout cohérent du point de vue méthodologique, qui va plus loin sur certains sujets. Il commence à aborder le libéralisme. Il démontre que le socialisme n'est pas possible, donc oui, il va plus loin. Mais son apport majeur, à mon sens, c'est la praxéologie. C'est oui, il oui, met oui, le oui. truc en méthode. Et ensuite, tu as Rosbart. Rosbart fait le lien avec la liberté. Et à partir de là, il fait le lien sur tout le juste naturalisme et il fait le lien avec ce qui est légitime ou ce qui ne l'est pas.
Et ça, Et c'est donc, quand à même. partir de là, voilà, je suis très schématique, mais Oui, ce oui. sont quand même les grandes, grandes étapes. Par contre, Hayek, on est un peu plus critique. Et Euh, c'est pas par hasard, tu vois, que je me mets devant, tu vois. exactement. Euh, D'ailleurs, on pourrait presque le retirer. Mais non. J'ai pas trouvé d'image et je me suis Oui, dit que oui, oui, ça oui. faisait un bon pied de nez. J'ai pensé Alors, que ça faisait un pied de nez. qu'est-ce que tu reproches, tiens, pour être rapide, à Hayek et donc aux Hayekiens? Quel est le problème avec Hayek, du coup? Hayek, du point de vue économique, a apporté des choses tout à fait intéressantes. Mhm. Et notamment, donc il s'inscrit dans la démarche euh, de la praxéologie, notamment. Il a apporté plein de choses pour consolider encore le discours praxéologique. Sur certains points, il a pu dériver un petit peu, mais ce que moi j'aime bien chez Hayek, c'est quand on passe au niveau du marché. Ouais. C'est lui qui apporte l'idée que le marché est une immense machine à arbitrer. Oui. Euh, et ça, je ne connais pas d'autre équivalent par ailleurs. Donc, pour moi, c'est un point fondamental. Et quand je dis c'est une machine à arbitrer, c'est notamment ça a du sens quand on fait de l'écologie, quand on s'intéresse à l'écologie. Bastia avait déjà introduit cette notion avec la notion d'harmonie économique. C'est à Ouais, peu c'est près ça. la même idée. Ouais. L'idée consiste à dire, toi et moi, on fait un échange, le voisin fait un échange, l'autre voisin fait un échange. Il y a des échanges qui se font en permanence et chacun qui fait des échanges fait cet échange plutôt qu'un autre et plutôt qu'un autre. Ouais, bien sûr. Donc tout le monde à son niveau fait un arbitrage, c'est-à-dire décide de faire ceci plutôt que cela. Ouais. Tous ces arbitrages se combinent, se fluctuent, évoluent et s'expriment justement dans les choix qui sont faits les uns avec les autres. Je suis volontairement, tu vois, et au bout du compte, eh bien, il y a un produit qui va, par exemple, qui va sortir. Free, par exemple, de l'époque Internet est sorti. C'est Ah pas ouais, Free qui est sorti, c'est tout le monde a travaillé ensemble pour dire Free, c'est ça. bien. Amazon est sorti, Google est sorti. Voilà, c'est tous ces choix de fonds qui sont faits par le fameux marché, qui sont arbitrés entre Google et autre chose, Amazon et autre chose. C'est ça l'arbitrage. C'est le marché qui le fait. Et ça découle de la mécanique axiologique, évidemment, hein. C'est pas Bien un truc. sûr. Voilà. Mais ça veut dire, par exemple, quand on parle d'écologie, que par exemple, par rapport aux meilleures démarches, aux meilleurs produits qui vont permettre de faire de l'écologie, ou qu'est-ce que c'est que la pollution qu'il faut combattre en premier, ou est-ce qu'il faut choisir le solaire plutôt que le nucléaire, toi, des choses comme ça, si tu laisses faire le marché va te dire vers quoi il faut aller. C'est ça l'arbitrage. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement bien décrit, je crois, par Hayek et notamment dans son discours de prix Nobel de Oui. 1974 que je recommande à tout le monde. En fait, non, Hayek, c'est plutôt la partie droit où on peut être un peu plus critique. D'ailleurs, dans Voilà, L'éthique de la liberté, Rothbard fait une critique de Hayek hein, sur ça. voilà, Il a des voilà. Le problème définitions de un petit peu Hayek, bancales. Voilà. c'est ça. Le problème de Hayek, c'est pas tellement l'économie, c'est que dès qu'il commence à toucher effectivement le droit et la société en général, Ouais, voilà, il est au mieux, on va dire, minarchiste, on va dire. ouais, c'est ça, exactement. Une autre notion qui revient dans ton interview, alors qui revient rapidement, mais on peut en parler un petit peu, c'est la notion de monopole, que tu dissocies bien de la position dominante. Alors, ça a été très, très bien explicité par Rothbard dans les années quoi, 60, 62, je crois. Un truc 62, oui, Man Economy and State, c'est 62, oui. 62, ouais. Les gens disent que le marché crée des monopoles. C'est un peu ce qu'on entend. Et évidemment, je te vois dire non, mais non, c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que le marché libre ne peut pas produire de monopole? C'est extrêmement simple en fait. Ce qui est déroutant, c'est que c'est extrêmement simple. Bah oui. À partir du moment où on dit que le marché est libre, le marché est libre si la concurrence est libre. Ce Oui. qui caractérise le marché, en général, c'est si tu as une seule boîte sur celle sur et puis rien d'autre, et surtout pas la possibilité de faire autre chose, certes c'est un marché, mais c'est pas un marché libre. Un marché libre, c'est un marché où il y a la concurrence. À partir du moment où tu dis je suis dans une société libre, avec de la liberté, et j'ai un marché libre, ça veut dire qu'à tout moment, sur n'importe quel produit, n'importe quelle entreprise, n'importe quel service, peut-être qu'à un moment donné, une entreprise, Google, en caricature, domine le marché et est préférée par tout le monde, très bien, mais peut-être qu'un jour, eh bien, un concurrent va arriver. Bing de Microsoft arrive, prend sa chance,
Bon, on commence à prendre des parts de marché, et peut-être que dans 10 ans, ben, le Google d'aujourd'hui, ça sera le Bing de demain. Ok, très bien. Tant que la concurrence est possible, il n'y a pas de monopole. Il y a la possibilité d'avoir une nouvelle offre qui va se distinguer, qui va faire une différence. Et ça marche dans tous les domaines. C'est, par exemple, on va nous dire, ah oui, la SNCF, Oui, pour rompre le monopole de la SNCF, il faudrait qu'il y ait plusieurs compagnies qui passent par les voies ferrées. Mais c'est pas nécessaire. Parce que le bus fait la concurrence à la SNCF, l'avion fait la concurrence à la SNCF, covoiturage. le covoiturage fait concurrence à la SNCF. Peu Et ouais. importe, au bout du compte, toute pièce de monnaie qui va dans la poche d'un avion ne va pas dans la SNCF. Donc, si tu veux, la seule façon pour qu'il y ait des monopoles, c'est qu'il y ait une loi qui Ça. interdise ou qui limite la concurrence. La Poste est un monopole parce que c'est légalement un monopole, parce qu'il est interdit de lui faire concurrence sur certains types de courriers, etc. Tu ne peux pas avoir de monopole tant que tu as de la concurrence. Et la seule façon qu'il n'y ait pas de concurrence, c'est que ce soit interdit. Après le monopole, Stéphane, je te propose de parler d'une notion que tu abordes un peu plus tard, en partie 2 de ton interview avec Elie Blanc, c'est celle de déterminisme. Tu insistes bien sur le fait que on n'entre pas dans cette réflexion-là, ce prisme-là au niveau philosophique, parce qu'il y a Mhm. le libre arbitre, parce que tu en as parlé avant, on a de l'information, on change, on évolue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est vrai qu'on a dans ce bain culturel marxiste, hein, beaucoup, tu sais, ce truc très déterministe, on est déterminé, conditionné par des forces sociales, économiques qui nous poussent, qui nous forcent presque, hein, qui nous exploitent à faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu peux dire toi en tant qu'Autrichien sur le déterminisme? Pourquoi est-ce que tu le réfutes? Pourquoi est-ce que c'est une notion qui n'a pas de sens? Dis-nous en plus. C'est assez facile, j'espère en tout cas, Mhm. rapidement, de réfuter. Je pense qu'il peut être intéressant de comprendre pourquoi les autres ne le réfutent pas, si tu me permets. Ça peut être, Oui. hein, c'est plutôt dans C'est ce ça. sens-là Euh, que je pense qu'il faut l'aborder, si tu me permets. Le non-déterminisme découle des 4 points que je donnais tout à l'heure, si tu veux. À partir du moment où on dit qu'on a un libre arbitre, on a le libre arbitre et qu'en plus qu'on peut apprendre, que les situations de la vie sont innombrables de toute manière, et que bien sûr qu'on a des influences, bien sûr qu'on a oui, des oui, oui. influences. Ça, c'est pas la question, c'est pas la question, mais l'influence ne fait pas la décision. Et bon, voilà, on n'est pas encore complètement des robots, je crois pas, ça viendra peut-être un jour, mais voilà. Et, et donc, si tu veux, la question du déterminisme, dont on peut faire des vidéos, j'ai fait des vidéos avec Laurent, on peut en parler, mais ça me paraît relativement trivial par rapport à l'école autrichienne, si tu veux. Je pense que c'est plutôt dans notre sens que c'était intéressant. Mhm. Pourquoi les autres ont ce besoin maladif de parler de déterminisme? Je pense que c'est lié à Marx, encore une fois. Oui, je pense aussi. Je simplifie, mais je crois Mhm. vraiment. Il est fondamental pour les thèses étatistes, gauchistes, marxistes de bien faire passer, d'appuyer très fort sur l'exploitation. Parce qu'à partir du moment où le fantasme de l'exploitation du patron, de l'ouvrier par le patron, Ouais, et donc de cette inégalité intrinsèque, ce combat, le rapport de force, voilà. oui, La société du rapport de force et de l'exploitation détermine tout, hein. Voilà, de toute façon, on ne peut pas échapper à sa condition de classe parce qu'il c'est y a ça. le rapport de force et la relation d'exploitation. Voilà. Et quand on ne peut pas échapper, eh bien, à partir de là, comment dire, la lutte sociale, l'international communiste, etc., sont la seule voie possible d'espérance d'en sortir. Si tu veux, c'est toute la thèse qui est derrière. C'est le déterminisme est essentiel pour ces gens-là, parce que sinon, les gens ne vont pas rentrer dans tout le discours. Et je fais très simple et très rapide, hein, d'accord? Mais il faut pas que les gens aient le choix. S'ils avaient le choix, ils ne pourraient pas rentrer dans le cadre communiste quelque part. Bah, c'est ce sur quoi repose aussi la thèse, quoi. Tout comme quand on fait sauter la valeur travail, en fait, on fait sauter bah, aussi le marxisme, parce que ça veut dire que la valeur n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas lié au travail.
Hmm. s'est Oui, manifesté à l'échange. Il y a des grandes pierres angulaires comme ça, quand on les fait sauter par des concepts qui tiennent debout, cohérents, issus du réel, déduits, bah, on se rend compte forcément que ouais, alors moi j'appelle ça de la mystique, hein, mystique économique, hein, ça oui, tient plus, quoi. c'est mystique parce qu'effectivement, ce n'est pas réaliste. C'est Et ça, c'est qu'il ça. faut, il y a pas, c'est pas très très difficile de comprendre Non, pourquoi non, le patron, ouais, ça. l'employeur Ouais, n'exploite pas ses ouvriers. Non. ouais, Par contre, l'État exploite ses citoyens. Ça, oui, par ouais, contre. bien sûr. C'est vrai qu'on oublie trop facilement que le méchant capitaliste, donc patron, etc., le riche, etc., tout ça, c'est amalgamé dans l'esprit des gens. On va parler du Mm. capitaliste. Le capitaliste, il a investi, il a épargné, il se lance dans l'entrepreneuriat, il a un projet. Pour ce projet, il a besoin de main-d'œuvre. Et donc, parce qu'il va falloir qu'il produise quelque chose à terme, donc on va prendre, je sais pas, moi, la Oui, construction automobile, voilà, ça fait partie des cycles très très longs. Il faut construire une usine, il faut avoir payé l'usine, les équipements de l'usine, la matière première, réfléchir à la conception de la voiture, mettre les machines en route, produire, acheter la matière pour fabriquer une voiture, pour ensuite espérer la vendre. oui, oui. Si on la vend, enfin, on a des rentrées d'argent. Ouais, Tout ce travail qui a été fait en amont a été fait par des employés, des ouvriers, etc., qui, eux, en tant que salariés, ont été payés bien avant que la première voiture ait été vendue. Ce temps, moi j'ai connu une époque, et je pense que c'était probablement pire encore avant, je me rappelle d'une époque où pour fabriquer une voiture, il fallait une dizaine d'années, si tu veux. Entre le moment où on dit, tiens, je vais lancer la Peugeot 504 et la première sort, c'est à peu près une dizaine d'années. Pendant 10 ans, les gens sont payés avant que la première voiture soit vendue. Et le service en fait que rend le capitaliste au salarié, c'est justement de lui permettre de vivre pendant 10 ans, alors que lui, il c'est ça. espère, il est obligé de survivre, si je puis dire, Euh, pendant 10 ans avant de toucher des sous. Donc le capitaliste, c'est un bienfaiteur pour les salariés en fait. Il permet aux salariés d'exister. et tu parles aussi, je crois, un peu d'écologie, d'arbitrage, et que le capitalisme et donc la propriété privée des moyens de production permet hein, cette décentralisation dans le corps social et Oui, vraiment d'avoir des arbitrages sociaux en continu. Tu prenais, je crois, l'exemple du climat, qui pourrait augmenter par oui, endroit, baisser par endroit. bien sûr, Certains seraient ravis, d'autres pas. Et en tout cas, les arbitrages se font malgré tout et ça ne justifierait en aucun cas une coercition pour uniformiser une décision, bien un truc un sûr. peu jacobin, tu sais, qui, Tout qui à vient de fait. décentraliser. Tout à fait. C'est intéressant, l'écologie, on en a un peu parlé déjà, mais c'est vrai que quand tu écoutes un petit peu tout ce qu'on nous raconte sur l'écologie, moi, genre, personnellement, je ne suis pas ça en permanence, hein, d'accord. Mais j'entends rarement dire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on nous parle du climat qui va augmenter de X degrés, il y a le climat. C'est ça. Voilà. Ouais. Et le climat est en danger, il faut faire quelque chose pour le climat. Mais je pense, tu vois, en ce moment, il se passe des choses à Buenos Aires avec notre ami Millet, etc. Et eux, en ce moment, ils sont en train de sortir de l'été. Euh, et le Mm. climat là-bas est Ouais. certainement pas le même qu'ici. Et je pense qu'il y a des climats, comment dire, il y a des préférences climatiques et des tendances climatiques qui sont pas les mêmes partout. Et alors, on va pas parler du climat de la Chine, hein, de la pollution de la Chine. Donc, c'est encore un truc qui est extrêmement complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'il paraît, où effectivement, les préférences, les visions, les harmonies, etc., doivent être abordées de manière locale, ce qui nous ramène à notre sujet initial qui est l'individualisme méthodologique, la réalité économique, elle est au plus proche du terrain. Elle n'est pas macro. Elle n'est pas macro. Moi, je suis pas forcément toujours favorable à la grande entreprise. Absolument. Je pense que quand on parle de capitalisme, effectivement, chez nous, tu as raison, il n'y a pas d'anticapitalisme, mais on s'associera, je pense, plus facilement avec des PME. Oui, oui, oui. Le tissu Parce que social. dans la PME, il y a une vraie dynamique d'entrepreneurial et il y a beaucoup moins de bureaucratie, C'est ça. il y a moins de copinage avec le pouvoir, etc., etc. C'est Voilà. ça. Je pense qu'il faut le préciser parce que T'as raison. donc le stéréotype du capitaliste et l'école autrichienne évoque ça, hein. Il y a toute une branche de l'activité en ce moment qui s'appelle E4B, E4B,
Ent- euh, Economics for Business, Mhm. d'accord, qui s'intéresse justement à une déclinaison et un usage de la théorie économique pour le business, c'est-à-dire pour les PME. Bah écoute, ça fait une très bonne transition pour le dernier sujet, qui est la fonction entrepreneuriale. T'en parles aussi un petit peu. Chez nous, c'est plutôt Jesus Huerta de Soto qui en parle, Mhm. enfin qui en a parlé, pas que, hein, mais qui a écrit un livre non, dessus, je crois, Oui. quand même. Ouais, Oui, 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 je oui. crois, hein. Alors, je Mais, l'ai mais pas lu. Je l'ai pas lu. j'ai un certain nombre de citations qui sont tirées Ouais. de ces... il en existe une version en français de mémoire. Je n'ai pas le titre en tête, je pourrais le retrouver. Mais Bon, oui, il est spécialement connu pour ouais, c'est ça. l'entrepreneuriat, en fait. Pour Et l'entrepreneuriat. le propos que tu as, c'est qu'en gros, bah, on n'a pas de marché libre et de prix libre, et donc d'allocation efficiente des ressources sans fonction entrepreneuriale, quoi. On ne peut pas imaginer la liberté, on y revient, la liberté économique, et forcément, et donc au droit d'agir et donc de propriété, bah, sans la fonction entrepreneuriale, sans le petit entrepreneur qui a un Oui. processus de découverte, qui tente, qui a une offre, qui est récompensé s'il rend des services, sanctionné s'il n'en rend pas. Il y a deux... Dans l'école autrichienne, selon les auteurs, c'est un domaine qui n'est pas tout à fait mûr, je pense. Ah ouais, Il y a d'accord. encore des réflexions. Ok. Le rôle de l'entrepreneur est... Alors, par contre, l'école autrichienne est, à ma connaissance, la seule qui s'intéresse à l'entrepreneur. Ok. Mhm. Mais tu trouves des auteurs qui vont avoir deux types de regards sur l'entrepreneur. Euh, Huerta de Soto, lui, il va dire le rôle de l'entrepreneur, c'est de trouver des opportunités de profit, Oui, des niches, c'est des ça. niches, de l'information qui circule, qui lui dit que tiens, là, il y a des opportunités de profit, qu'il est là pour s'exprimer, en profiter, et ensuite transformer en profit, qui bien sûr descendra la chaîne et rentrera dans le circuit économique. Oui, Et d'autres vont te dire, le rôle fondamental de l'entrepreneur, c'est de gérer les risques. C'est de prendre et gérer les risques. Mais ce qui oui, est assez très très proche, hein, c'est-à-dire que il va tenter sa chance, il va faire une offre, il va tenter sa chance, ça marche pas. Il prend le risque de ne pas trouver la demande. c'est ça. Si ça marche, ça le transforme en profit. Si ça marche pas, ça se transforme en perte. Il en paie le prix, c'est lui qui assume ce risque-là. Et puis, on passe à une autre initiative. Donc, l'entrepreneur est là euh, pour faire progresser la société en prenant le risque entrepreneurial. Mais personne d'autre que je sache, dans toutes les écoles économiques, ne parle de ça. Absolument. Ah non, mais ça fait sens, hein. De toute façon, il n'y a pas de processus de découverte et enfin ouais, sans risque. Bah, vivre, c'est risquer et risquer ER, c'est ça je crois, que tu dis aussi. Donc, comment Oui, veux-tu faire un processus de découverte sans prendre de risque, quoi? Il n'y a pas de profit certain. Donc, le risque est consubstantiel quelque part, on va dire, à la fonction entrepreneuriale. bien sûr. Il n'y a pas de voilà, C'est important ce que d'échappatoire. tu. Oui, c'est important que tu rappelles ça. Il n'y a pas de profit certain. C'est important parce qu'on est dans un monde où il y a des subventions, des acoquinages, des privilèges, et que beaucoup de pseudo-entrepreneurs ou Oui, pseudo-capitalistes sont spécialistes surtout dans la fonction justement de relation avec le pouvoir pour transformer leur risque entrepreneurial en certitude de privilège. exactement. Et justement, beaucoup de patrons d'entreprises ont une fonction première qui n'est pas de la promotion de leur activité, de trouver leur marché, mais de transformer le risque entrepreneurial en certitude de privilège. Ça annihile ou ça ralentit, ça freine les processus de découverte sur les autres marchés, quoi. Tu parlais de trouver des marchés, des poches de profit quelque part, d'avoir ce côté bah, de chercheur, hein, de profit tout simplement. Ça le ralentit forcément. Si certains profitent de privilèges pendant que d'autres rament et sont pénalisés fiscalement, législativement, forcément tout va moins vite pour eux, quoi. Et en plus, ils sont volés, Oui, donc ça n'arrange rien. c'est ça, c'est aussi ça, c'est que quand on fait ça, on réduit le champ de la concurrence, on réduit le champ des possibles, d'accord? Et donc, Ouais, on augmente l'appauvrissement général. Quand c'est ponctuel, un par-ci, par-là, ça se voit pas. Quand c'est institutionnalisé avec toutes les subventions étatiques, la législation, etc., ça atteint la prospérité de manière très significative. et pour conclure, je vais citer Bastia.
Il est évident que la concurrence, c'est la liberté. Détruire la liberté d'agir, c'est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer. C'est tuer l'intelligence, c'est tuer la pensée, c'est tuer l'homme. Je pense que on ne sera pas en Oui, désaccord avec Frédéric. non, Voilà. Bon, pour vous autres, petit pouce vers le haut, je vous encourage à aller voir les éditions John Galt. Donc là, par exemple, on a Liberté manifeste de Stéphane Gers, qui est notre invité du jour, qui est mon invité du jour, merci Arthur. que je tutoie. Et écoute, sur ce, Stéphane, je te remercie pour ta participation. Toujours un plaisir. Mais je t'en prie, je te remercie. Et puis quant à vous autres, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao!